Il est 10 heures, je pense qu'on va commencer maintenant. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. Moi, c'est Tizeli Bamer, je suis ingénieure en environnement au sein du cabinet d'expertise industrielle Helfaoui et je serai la modératrice de ce webinaire, donc n'hésitez pas à m'écrire sur le chat directement s'il y a quoi que ce soit. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour l'analyse de la nouvelle loi forestière algérienne. Et je tiens juste à préciser que le webinaire est enregistré afin de permettre à ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui de le voir plus tard. Nous avons préparé un programme très riche qui nous permettra d'analyser cette loi et ses apports au régime forestier national et international, mais aussi au régime forestier et sa présence à l'échelle nationale et internationale, mais aussi son impact économique. Donc, on finira après par une session de débat où vous pourrez poser vos questions à nos experts. Et d'ailleurs, j'invite l'ensemble des participants à poser leurs questions sur le chat au fur et à mesure des présentations, si possible aussi précisant à qui les questions sont adressées. Je vous présente d'abord nos intervenants. Nous avons avec nous le Dr Bouchar Ibrahim, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure agronomique et chef de département foresterie aussi. Nous avons aussi avec nous le professeur Grimes Samir, expert en environnement et développement durable et enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, et le directeur général adjoint du cabinet d'expertise industrielle Helfaoui, monsieur Ilyes Helfaoui. Donc avant de leur donner la parole, nous allons brièvement présenter notre cabinet et ce qui nous a motivés à organiser ce webinaire. Donc, le cabinet Helfaoui est un cabinet industriel algérien indépendant qui propose des prestations d'études, de diagnostic et d'audit et de maîtrise d'œuvre dans diverses pôles d'activité, notamment la maîtrise des risques, l'environnement dans toutes ses dimensions, asset integrity, mais aussi le pôle formation. Donc, avec plus de 30 ans d'expérience, nous proposons plus de 100 prestations de services avec notre système de management qualité qui est certifié ISO 9001. Ce qui fait de la qualité un peu notre pierre angulaire dans toutes nos études. Nous sommes présents dans plus de 10 secteurs économiques et c'est justement pour anticiper les potentiels défis auxquels pourraient être confrontés nos clients, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale dans un futur très proche, qu'on s'est engagé au sein du cabinet à développer un paquet de prestations de services comblant le vide justement entre l'entreprise et la biodiversité. Notre démarche, dans ce sens, est vouée à redonner un poids à la biodiversité parmi les composants du capital naturel du système économique. D'abord à travers le renforcement de ce volet dans les études d'impact sur l'environnement, mais aussi à travers l'accompagnement des entreprises à évaluer leurs interdépendances avec la biodiversité et les services écosystémiques qu'elles fournissent, et ainsi à l'intégrer dans leur stratégie de développement. Dans ce cadre, donc, nous avons renforcé notre réseau d'experts. On a déjà établi pas mal de partenariats, notamment avec l'ISMAL, avec l'ANN, l'Agence nationale de conservation de la nature, avec l'ENSA, le Centre de recherche en environnement, et bien d'autres partenariats sont en cours de préparation. Nous remercions par l'occasion les partenaires qui ont répondu présent à notre invitation et qui sont aujourd'hui avec nous. Donc voilà, un des aspects principaux de notre démarche est bien la veille réglementaire, mais aussi la diffusion et le partage d'informations, d'où l'intérêt de ce webinaire où on va analyser ensemble la nouvelle loi forestière algérienne. Donc il faut savoir que pendant près de 40 ans, la loi 84/12 portant le régime général des forêts était la seule référence juridique relative au patrimoine forestier national. Cependant, elle a présenté pas mal de lacunes, comme l'absence de la plupart des textes d'application et aussi l'imprécision de certaines notions. Et ce n'est que dernièrement que la loi 23/21 a été, la loi relative aux forêts et aux richesses forestières, a été publiée dans le journal officiel, ce qui pourrait potentiellement contribuer à combler certaines de ces lacunes et renforcer le système de gestion. Surtout qu'en examinant le contenu de cette loi, nous identifions des dispositions clés visant à définir les règles de gestion, les règles de protection, d'extension et de développement du patrimoine forestier national, ainsi que des mesures de prévention des incendies
des mesures de lutte contre la déforestation et de protection de la flore et de la faune sauvage qui sont mises en avant. Voilà un petit récapitulatif. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au docteur Bouchere pour nous en dire plus sur cette loi. Monsieur. Merci. Merci. Bonjour à tous et merci de nous avoir associés dans cette analyse critique de la nouvelle loi. Sans plus tarder, est-ce que je pourrais avoir les slides? Oui. Désolé. Voilà. Alors, un aperçu rapide comparatif entre l'ancienne loi et la nouvelle loi. On voit quand même une évolution nette du nombre d'articles qui sont passés de 94 à juste 165, c'est pratiquement le double, avec une hiérarchisation des chapitres. Certains chapitres comptent aujourd'hui une forme de section, des sous-chapitres sur 5 chapitres. Je passerai tout à l'heure les titres, c'est pratiquement la même chose, de 7 à 6. Mais le plus important, c'est le nombre de titres qui a nettement évolué et progressé dans la nouvelle loi. Pour la suite, si on compare un peu, on a fait une lecture critique, on a mis les deux lois ensemble et on a voulu analyser article par article, chapitre par chapitre. Et nous pouvons déjà, dans un aperçu qui va être vraiment très succinct, parce que faute de temps, nous ne disposons que de 10 minutes, donc passer directement aux choses les plus importantes, les plus marquantes. Par exemple, le glossaire, il est très sommaire dans l'ancienne loi, il a nettement mieux étoffé, intégrant donc les nouveaux concepts donc de l'écologie, de la séquestration de carbone, la résilience, avec beaucoup plus de définitions. Ce qui m'a marqué aussi particulièrement, c'est les formations alphatières dans l'ancienne loi aujourd'hui qui se sont étalées sur toutes les formations successives de résilience dans les milieux stépiques. Dans les règles générales aussi, nous avons quand même enregistré qui sont plus étoffés. Le rôle de l'État et de l'administration forestière a été nettement renforcé, ainsi que le rappel des conservations des différents domaines publics qui gèrent la forêt. Alors, pour la suite, c'est toujours, s'il vous plaît, Thésiré, on passe à la prochaine diapo. Alors, voilà, sur l'ancienne loi, il y a le chapitre 2 qui compte 2 articles relatifs au défrichement. Dans la nouvelle loi, la stratégie, on parle de stratégie nationale de la forêt, avec cet article nettement plus étoffé. Pour le volet de la protection du patrimoine forestier, alors c'est aussi 13 articles aujourd'hui qui définissent et régissent les prérogatives de l'administration forestière en matière de protection de la forêt. Donc, le régime juridique des terrains aussi, qui ne comptait que 2 articles, voit évoluer. Donc, il est plus explicité avec beaucoup plus de détails, incorporant donc toutes les disciplines du développement durable de la forêt. C'est un mot qui revient beaucoup dans cette loi, le développement durable, avec des étapes précises, avec des articles nettement plus étoffés, des chronologies, les usages différents de la forêt. Mais voilà, il y a des ressemblances avec l'ancienne loi, mais on voit quand même qu'on a consacré 5 nouveaux articles dans cette nouvelle loi par rapport à l'ancienne. Alors, l'ancienne loi, il n'y a pas de mention de classification des terres forestières, alors qu'aujourd'hui, on voit quand même 5 articles qui ont été consacrés à cette classification. On parle seulement dans l'ancienne loi de l'aménagement des forêts. Alors aujourd'hui, on parle d'un plan d'aménagement et de gestion des forêts qui prend aussi un nombre important d'articles, 6 articles en tout. Et pour le volet aussi qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup plu, c'est la certification et la gestion durable de la forêt. On parle pour la première fois d'un système de traçabilité des produits forestiers, chose qui se fait vraiment dans les forêts du monde, des forêts qui ont des objectifs de certification de leurs produits, permettant de vérifier. Après, sur l'exécution, on verra quel organe qui serait chargé de certifier ces projets et leur provenance. Dans l'ancienne loi, on parle d'aménagement des forêts. Il n'y a pas son concept de réhabilitation, donc il n'y avait pas ces concepts nouveaux de restauration, réhabilitation forestière, contrairement à la nouvelle loi où on définit très bien les règles de restauration du patrimoine forestier et sa réhabilitation, avec 2 sections et quand même 6 articles qui régissent la nomenclature et les volets relatifs aux étapes de bonnes pratiques à utiliser, à mettre en place dans les terres forestières et stépiques aussi, et même dans les aires protégées. Alors aussi, dans l'ancienne loi sur le volet de la protection du patrimoine forestier, c'est pratiquement les mêmes volets qui se ressemblent. Donc, mais l'importance à souligner ici, c'est dans l'ancienne loi, tout le volet relatif à la protection des patrimoines forestiers était largement évoqué sur les défrichements, les labors illicites
et les pâturages. Aujourd'hui, on voit que la protection du patrimoine forestier est axée principalement sur les incendies de forêt. On voit que les choses ont évolué. Le chapitre des incendies de forêt qui renfermait cet article dans l'ancienne loi, aujourd'hui, renferme 8 grands articles avec beaucoup plus de détails et de précisions, surtout sur les interdictions des mises à feu à l'intérieur, les préventions, la lutte contre les incendies. On note simplement qu'il y a une ressemblance entre les deux lois sur les volets pâturages non autorisés et le défrichement, donc avec les mêmes espaces. On a donné la même importance aussi bien dans l'ancienne que dans la nouvelle loi, les mêmes contenus de l'article relatifs il faut noter, souligner aussi la protection contre les organismes nuisibles qui est nettement plus étoffée dans la nouvelle loi. Les volets phytosanitaires, la lutte contre la désertification et la réhabilitation du barrage vert, qui sont évoqués aussi bien dans la première que dans la nouvelle loi. Alors, voilà. Sur l'administration des forêts, la gestion de l'administration, le management de la forêt, voilà, l'administration des forêts est effectivement l'organe qui est géré, qui se charge de la gestion du barrage vert, alors que dans la nouvelle loi, il sera chargé d'assurer un nouvel organisme, un nouvel organe de coordination, ce qui sera institué dans la gestion de la coordination intersectorielle dans le programme national de lutte contre la désertification. Ce n'est pas encore défini. Et nous avons aussi évoqué dans la nouvelle loi la technique de la mise en défense, qui est une technique de restauration des terres forestières qui était absente dans l'ancienne loi pour la protection de la flore et la faune. Donc, effectivement, elle est reprise dans la nouvelle loi avec plus de détails sur la protection des bassins versants. Par exemple, on a évoqué les défenses, les nouvelles disciplines, la fixation des dunes, la défense et restauration, la DRS, la défense et restauration des sols. Donc, il y a eu un effort quand même d'élargir les concepts et de bien définir les choses dans la nouvelle loi. Alors, dans l'ancienne loi aussi, ce qui était reproché à cette nouvelle loi, c'est l'absence de mention des utilisateurs des forêts, les stakeholders, les acteurs, la société locale qui utilisent. Alors, dans la nouvelle loi, on a essayé de définir quand même des usagers de la forêt avec des règles d'amodiation au profit des riverains, des concessions aussi qui pourraient se faire pour faire en profiter un peu cette population qui vit dans les forêts et leur donner un droit d'usage des biens et des services forestiers. Donc, c'est avec encore un peu plus de flou dans les définitions des acteurs et dans les produits ou les services écosystémiques à utiliser dans la forêt. Alors, dans le volet de la police forestière, qui est évoqué dans les mêmes lois, dans l'ancienne loi, le corps forestier est astreint au port d'armes, de services et de marteaux forestiers. Nous savons qu'il n'y avait pas eu de texte d'application sur cette loi. Dans la nouvelle loi, il y a eu quand même une sorte d'ambiguïté sur la nouvelle loi et qui ne prévoit pas le port d'armes qu'aux agents de la police judiciaire qui opèrent en police forestière. Le marteau forestier aussi n'est pas évoqué dans la nouvelle loi. Alors, il a été aussi bien cité le serment forestier aujourd'hui qui doit être prononcé devant un tribunal compétent. Alors, oui, pour la suite. Alors, si je passe maintenant à la disposition pénale, c'est ça le volet qui m'a marqué le plus, c'est ça la plus grande différence, c'est dans les peines et les infractions entre les deux lois qui ont réellement gagné, dans la durée d'emprisonnement, dans les montants d'amende aussi, la précision relative aux procédures pénales, les comparutions, les délais de saisie, les suites judiciaires sont nettement plus précises et mieux explicitées dans la nouvelle loi. Alors que l'ancienne loi se focalisait sur les infractions liées au pâturage dans la forêt, les labours illicites et les récoltes illicites du bois. Donc, la nouvelle loi s'est focalisée surtout sur les infractions liées aux incendies de forêt et secondairement sur les autres infractions. On voit que les incendies qui ne sont évoqués dans l'ancienne loi que dans l'article 83 ont été évoqués quand même dans 7 grands articles entiers, donc avec toutes les peines encourues contre ceux qui ont directement ou indirectement impliqués dans la mise à feu. Alors, cela aussi démontre qu'à cette époque, à l'époque ancienne, en 84, le souci, ce n'était pas les incendies. Hein. Aujourd'hui, on voit quand même la principale menace des forêts, c'est plutôt les incendies qu'autre chose que les pâturages et les usages illicites de la forêt. Alors, dans l'ancienne loi, donc, il n'est prévu aucun emprisonnement, même avec des délits vérifiés de mise à feu volontaire. Il n'y avait pas d'emprisonnement, seulement des amendes. Et le montant d'amende, il est quand même dérisoire. Hein. C'est des montants, je crois, qui varient de 100 à 1000 dinars.
après, dans la nouvelle loi, vous pouvez voir, il y a les réclusions à perpétuité, il y a vous pouvez les peines d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans, une amende de 300 milliards. Je vous épargne les détails, mais toute imprudence, elle est déjà passible de prison, d'emprisonnement, alors que la mise à feu volontaire avec prémédité de l'atteinte de la nature est sévèrement puni par allant jusqu'à la réclusion à perpétuité. Et vous pouvez voir un peu les montants d'amendes qui sont quand même des amendes très lourdes aujourd'hui. Alors, les autres infractions comme les défrichements, les pâturages et les labours illicites ont vu aussi une grande augmentation, aussi bien des amendes infligées que des durées d'emprisonnement. Alors, pareillement, sur les constructions illicites de forêt, qui infligent aujourd'hui 7 à 12 ans d'emprisonnement, c'est pas rien ça, ce qui défie un peu, ce qui édifie donc pour tous ceux qui édifient des constructions dans le domaine public forestier, après 7 à 12 ans d'emprisonnement avec la démolition de la bâtisse. Tous les autres amendes liées à l'exploitation, les usages illicites aussi, ont vu quand même par des lourdes amendes, tandis que les atteintes à la richesse biologique sera puni aussi d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il faut souligner, c'est surtout cette augmentation des délais d'emprisonnement et des grands amendes. La lecture critique, nous avons essayé de faire rapidement, donc il faut souligner l'absence de texte d'application, aussi bien dans l'ancienne loi que dans la nouvelle loi. Les forestiers, j'imagine, le corps de forestiers craignent aussi cette absence aussi ou cette lourdeur de mise en place de textes d'application dans la nouvelle loi, comme celle qui l'a précédée d'ailleurs. Et pas de détails aussi sur... Il y avait beaucoup de concepts nouveaux qui sont directement rédigés dans la loi, sans beaucoup plus de détails. Moi, le reproche que je fais aussi à cette loi, ça reste subjectif aussi, c'est que moi, au début, j'attendais quand même une politique forestière qui soit clairement affichée, avec un plan d'action qui contiendrait des stratégies. Dans les premiers chapitres, dans les premiers titres, une politique clairement affichée avec des axes stratégiques. Et de là pourront un peu émerger les articles et les textes de loi qui vont avec. Alors, pas de détails aussi sur la différence entre le plan de gestion des forêts qui ont une surface inférieure à 3 000 hectares et plan d'aménagement pour les forêts qui ont une surface supérieure à 3 000 hectares. Ça reste aussi un peu flou à mon sens. Pourquoi ces surfaces aussi? Pourquoi les deux? Parce que normalement, on doit pour chaque forêt effectuer aussi bien un plan de gestion qu'un plan d'aménagement. Quelles sont les interactions aussi avec les projets prévus ou en cours, comme le SNAT, comme les schémas d'intervention, le plan national de développement forestier, le schéma de lutte contre la désertification? Est-ce qu'il y a des interactions ou pas? Aussi, il y a la loi de la chasse et on parle aussi d'une nouvelle loi de chasse qui va sortir après. Est-ce que les textes de la loi de la chasse ne vont pas tergiverser avec ceux de la loi forestière? Voilà. Aussi, ce qu'on note, nous, chercheurs aussi, unanimement, nous avons noté un peu l'absence totale d'un organe scientifique de concertation et qui serait impliqué dans l'élaboration des stratégies de la politique forestière nationale, la restauration, la réhabilitation, la planification des objectifs, l'accompagnement scientifique ou technique aussi sur le terrain pour les plans d'aménagement et les plans de gestion, l'implication aussi des chercheurs et des résultats de recherche qui sont, croyez-moi, très, très probants aujourd'hui et disponibles dans les annales des universités, dans les bibliothèques aussi. L'implication aussi de certains partenaires nationaux qui pourraient être très efficaces dans la gestion des steppes, des forêts et de tous les patrimoines, de tout le patrimoine naturel. Aussi, il manque dans cette loi, il manque un peu il manque des informations sur l'utilisation, par exemple, des nouvelles avancées technologiques dans la gestion du patrimoine forestier, et cela pourrait inhiber certaines actions. La banque de gènes qui a été précisée, évoquée aussi dans la nouvelle loi, qui sera instituée selon la loi, qui va la gérer, comment planifier son fonctionnement, qu'est-ce qu'on va avoir comme seed bank, les différences entre les projets énoncés, comme le plan national, les plans d'action stratégique, les plans d'aménagement, les plans de gestion, quels sont les objectifs, quels critères pour classer ceci en temps et ceci en là, et quelle entité scientifique validera ces plans et des projets. Comment allons-nous aménager nos forêts aussi, sachant que dans l'ancienne loi, il était prévu aussi d'aménager les forêts sans pouvoir le faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Très peu de forêts ont été aménagées. Les instruments juridiques pour l'application de la société locale dans l'exploitation durable des forêts aussi, comme l'article 18, par exemple. Là, j'ai repris l'article, aider à orienter la décision politique et encourager par la mesure appropriée la participation de la population. Ça reste très flou, très général. Comment, par quel organe? C'est ça aussi, quelques passages d'articles qui ne sont pas très compréhensibles, qui ne sont pas très explicites. Voilà, on passe à la suite.
Voilà, en conclusion, je dirais que voilà, c'est juste une lecture globale, générale, en comparant les deux lois, en essayant un peu de ressortir les atouts et les faiblesses de chacune. On pourra dire qu'en final, cette nouvelle loi couvre quand même pas mal de volets, d'aspects par rapport à l'ancienne loi. Et elle reprend des disciplines, des thématiques qui sont vraiment update, et qui sont vraiment du jour. Et les textes d'application sont très attendus aussi pour pouvoir évaluer. Il faut d'abord les attendre pour pouvoir évaluer les mécanismes prévus pour sa mise en œuvre, notamment l'implication aussi des scientifiques. Je reviens toujours sur ça, des partenaires nationaux et de la société civile. Et sur ce, je vous remercie de votre temps et de votre attention. Merci. Très bien, merci Monsieur Bouchaleb pour cette analyse en profondeur de la loi. Donc, en évaluant cette loi-ci, nous devons aussi nous interroger sur sa cohérence avec le reste du cadre juridique et institutionnel. Et pour cela, je passe la parole à Monsieur Glimes pour nous en dire plus. Monsieur Glimes, on ne vous entend pas, veuillez activer votre micro. Oui, je disais merci Tiziri et bonjour tout le monde. Vous m'entendez là? Oui. Très bien. Voilà, donc ma contribution à ce débat sur la nouvelle loi sur les forêts, le régime forestier national, donc ça sera par rapport au contexte, parce que c'est vrai que c'est une loi qui vient un petit peu adapter le cadre juridique de la protection particulièrement de la forêt, et éventuellement aussi d'une certaine manière, cette loi, elle vient aussi donner des éléments peut-être pour un développement durable dans l'écosystème forestier, c'est-à-dire en considérant les acteurs au niveau de la forêt aussi. Donc, je vais essayer de m'interroger avec vous sur ce qui a imposé un petit peu cette adaptation, et ce qui me paraît tout à fait logique hein, par rapport à un premier texte qui date des années 80, et entre-temps, il y a eu toute une évolution du cadre juridique, mais je vais me consacrer un petit peu allez, on va dire sur les 10 dernières années ou les 5 dernières années, voire les 3 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, grossièrement depuis 2015, et qui fait que cette loi s'impose aujourd'hui dans sa formule, malgré les critiques qu'on pourrait éventuellement soulever par rapport à un certain nombre peut-être d'incompréhensions sur un certain nombre de dispositions. De toutes les façons, aujourd'hui, il est difficile d'évaluer un texte de loi qui n'est pas mis en œuvre, donc il va falloir lui laisser le temps de se mettre en œuvre, ensuite peut-être analyser les éléments de la mise en œuvre. Donc, j'avais envie de dire par rapport à ce contexte général, il y a le contexte juridique national, donc entre-temps, il y a eu quand même des textes fondateurs qui ont un lien direct avec le régime forestier, donc la loi de la wilaya et enfin le code de la commune et le code de la wilaya qui sont en cours de révision actuellement. C'est un processus qui a été engagé depuis à peu près 3 ans par les pouvoirs publics, un processus qui est piloté par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. L'idée, c'est d'adapter un petit peu le fonctionnement, j'ai envie de dire institutionnel, mais pas qu'institutionnel, aussi un certain nombre de compétences nouvelles ou en tout cas extension de certaines compétences pour les maires, les conseils communaux et pour les WALI et les APUI. Donc, voilà, donc il y a toute cette réflexion juridique qui se fait actuellement sur ce nouveau texte pour donner plus de corps à la solidarité intercommunale, pour donner plus de prérogatives aux maires aussi, au niveau des municipalités, au niveau des communes, pour pouvoir justement traiter de la question du développement durable, notamment dans les communes rurales, dans les communes de montagne, les communes qui se trouvent dans les massifs forestiers. Et donc voilà, cette nouvelle loi, en tout cas, elle vient dans ce contexte-là. Ensuite, et vous le savez, non, non, je suis encore sur l'ancien slide. Il y a aussi la loi littorale avec tous les massifs forestiers, toutes les forêts littorales. Il y en a à Tarf, Al-Qalas, Kigda, Tlemcen, quasiment sur l'ensemble du littoral algérien. Nous avons des massifs forestiers qui sont très importants. Pour certains, ils sont patrimoniaux. Pour d'autres, ils ont des valeurs exceptionnelles. Et donc, voilà. Et malheureusement, quand on regarde un petit peu les incendies de forêt qu'il y a eu ces 10 dernières années, pratiquement 70%, c'est en tout cas dans les forêts du centre et surtout de l'Est, et dans les zones littorales. Donc, ça veut dire que la forêt subit aussi de manière frontale un petit peu le risque de l'incendie de forêt, mais d'autres risques aussi. Et ça m'amène aussi à la loi sur les risques majeurs qui a été adaptée. Le premier texte était en 2005. Maintenant, nous avons un texte qui est sorti récemment,
et justement le risque incendie de forêt ou la menace incendie de forêt ou la menace majeure ou le risque majeur a eu la part de lion dans le nouveau texte, comme il a eu la part de lion dans le nouveau texte sur les forêts, comme ça a été bien démontré par mon prédécesseur. La même chose, le code de l'investissement aujourd'hui permet, en tout cas facilite un certain nombre d'investissements au niveau des communes rurales, dans les zones de montagne aussi. Donc cette loi, elle vient dans ce contexte-là, comme il y a un certain nombre d'outils qui sont prévus par la loi sur les aires protégées. Je pense en particulier au schéma directeur et en plan de gestion au niveau des massifs forestiers côtiers. Il y a un exercice pilote qui a été engagé par le ministère de l'Environnement sur le massif de l'Edour, hein, dans toute la partie Skikda, Annaba, donc jusqu'à El Marsa. Et ces instruments, ils vont être mis en œuvre en parallèle, j'ai envie de dire, avec le nouveau régime forestier. Donc voilà, je ne vais pas détailler l'ensemble des textes de loi, mais 4 ou 5 lois qui ont un lien, j'ai envie de dire, organique avec le nouveau régime forestier. Prochain slide. Maintenant, sur le cadre juridique international, je m'arrêterai sur trois. Le premier, c'est l'accord de Paris sur le climat. Quand on dit accord de Paris sur le climat, on pense aussi aux CPDN qui sont devenus CPDN de 2015, hein, donc les contributions déterminées au niveau national, qui sont devenues depuis maintenant 5 ans ou 6 ans des CDN, donc avec obligation de pays d'afficher les ambitions en matière de réduction de gaz à effet de serre, mais aussi des engagements en matière d'adaptation. Et vous vous rappelez, en 2015, il y avait un objectif ambitieux qui a été fixé par les pouvoirs publics dans la contribution de l'Algérie qui a été transmise à l'époque, le 4 septembre 2015, au secrétariat des Nations Unies, de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, avec l'objectif de 1 250 000 hectares de couvert végétal à mettre en place. Donc, voilà, donc ce nouveau texte, il vient dans ce cadre-là pour permettre, je l'espère en tout cas, au-delà des ambitions nationales, des objectifs au niveau national, de pouvoir aussi concrétiser un certain nombre d'engagements qui ont été pris par l'Algérie dans le cadre des instruments juridiques internationaux. La même chose pour les ODD, et sachant qu'il y a sur les 17, il y a à peu près une douzaine d'ODD qui ont un lien direct avec la forêt et pratiquement une trentaine d'indicateurs et de sous-indicateurs qui concernent quasi exclusivement sur l'ensemble du jeu des indicateurs des ODD, donc voilà, qui concerne directement la forêt. La même chose avec le protocole GIS qui n'a pas été ratifié par l'Algérie mais qui a été signé, qui est entré en vigueur en 2011. Il y a des dispositions pour la forêt méditerranéenne, donc littorale, et ce texte, justement, il va permettre à l'Algérie, justement, de pouvoir traiter de ces questions-là au niveau des communes et des wilayas côtières. Prochain slide. Voilà, maintenant, sur le cadre stratégique national, cette loi, elle arrive dans un contexte où il y a eu quasiment une remise à niveau, ou peut-être même, pour certains en tout cas, l'élaboration de textes qui n'existaient pas, enfin textes, non, des documents stratégiques, documents d'orientation stratégique. Et je ne vais pas les énumérer, mais en tout cas, on a celui sur la biodiversité, la SPAN B 2016-2030, la stratégie nationale sur les zones humides, avec toutes les zones humides littorales, et je pense en particulier au complexe humide d'El Qalal, la zone Sanhaja Gerbessa Skikda, mais aussi aux autres zones humides au niveau des zones côtières, mais pas que au niveau des zones côtières, au niveau national. La SNJ, ce que j'en ai parlé tout à l'heure, le plan national climat, la CPDN, j'en ai parlé, et la troisième communication nationale sur les changements climatiques. Alors, ce sont des documents qui ont été approuvés par le gouvernement, en tout cas pour la SPAN-B, pour le PNC et pour la CPDN. Et les autres instruments devront en tout cas faire l'objet d'une approbation par le gouvernement. Ça veut dire que ce sont des documents politiques et qui tracent un petit peu l'action des secteurs au niveau par rapport au changement climatique, par rapport à la biodiversité. Et si vous regardez la nouvelle loi et si vous prenez les différents articles, les différentes dispositions, elles sont toutes traduites dans ces documents stratégiques en activités, en actions, en indicateurs, en objectifs opérationnels. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que le cadre de mise en œuvre de toutes ces dispositions existe? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons fixé des objectifs quantitatifs par rapport à la loi? C'est-à-dire, je sais qu'une loi, on ne met pas des indicateurs, mais en tout cas, on peut, à travers une loi, faire référence à un tableau de bord, ce qui n'a pas été fait dans le cadre de ce texte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un travail en profondeur à faire sur une des frustrations personnelles aujourd'hui
pour moi en tout cas, c'est que ce texte est sorti et les instruments d'application ne sont pas encore, peut-être qu'ils sont préparés, qu'ils sont sur la table quelque part. Mais bon, j'avais pensé, j'avais cru il y a 2 ans qu'il y avait une instruction du gouvernement pour que tout texte de loi qui devrait sortir devrait être accompagné de manière impérative par ces instruments d'application pour éviter des situations où on a un texte de loi et on attend 20 ans la sortie des textes d'application, voire ces textes ne sortent pas et la loi est amendée. Donc voilà, le vrai, pour moi en tout cas, le vrai sujet aujourd'hui, est-ce que les éléments d'opérationnalité de ce texte de loi sont là? S'ils ne sont pas là, quels sont les leviers sur lesquels on doit actionner? Voilà, je voulais terminer avec ces 2 questions éventuellement pour titiller un petit peu la réflexion. Merci. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Glimes, pour ces éclaircissements. Donc, nous arrivons à notre troisième intervention. Le directeur général adjoint, la parole est à vous. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez, Thierry? Est-ce que vous m'entendez, Thierry? Oui, super. Écoutez, bonjour à tous, salam alaikum. Donc, écoutez, déjà, j'aimerais ajouter juste un petit point. Je remercie d'abord nos 2 experts intervenants, donc M. Boucharel et M. Glimes, pour cette lecture, analyse croisée. Je vais rebondir sur certains points qui ont été déjà un petit peu cités, discutés, avancés. Et puis, j'aimerais apporter aussi un regard un petit peu d'un opérateur économique. On est, nous, au sein du CEFAU, en contact direct et permanent avec les opérateurs économiques, notamment publics, mais aussi et surtout privés. Et voilà, c'est un petit peu ce regard-là que je vais essayer d'apporter à travers cette courte contribution. Voilà, alors là, on en a pour 4 slides, 4-5 slides, hein, ça va être très rapide. La première partie, j'aimerais un petit peu mettre en avant ce que la loi a apporté, en tout cas ce qui attire l'attention d'un opérateur économique. En tout cas, à la lecture de cette loi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une palette d'instruments d'administration. Donc on voit que le focus a été mis sur la gestion avec justement, on annonce une stratégie nationale. Je pense que ça reprend un petit peu ce que M. Boucharab a appelé de ses voeux la politique forestière. Je pense que la stratégie nationale reprendra un petit peu justement les lignes stratégiques. En tout cas, c'est la lecture, c'est la compréhension que j'ai eue à la lecture de cette loi. Il y a un ensemble de schémas, de plans de développement, justement en termes de boisement, de reboisement. Mais c'est vrai que, compte tenu que les textes d'application n'y sont pas, ben, quelque part, ça crée en effet une petite frustration, on est un petit peu sur notre fin. Alors, il y a la certification, ça en effet, et la traçabilité, 2 instruments quand même que M. Paré, M. Boucharab a déjà cité dans sa présentation, et qui nous paraissent très importants d'un point de vue économique. Donc ça, en effet, on se dit, ben, avec ces instruments-là, ben, on va pouvoir apporter une preuve, une valeur ajoutée sur toutes les richesses forestières qui seront exploitées après dans un objectif socio-économique. Et pareil, on est un petit peu impatient de savoir comment ça va être organisé, qui va faire ça, et comment finalement les opérateurs privés et l'expertise algérienne privée, les scientifiques, les chercheurs peuvent contribuer justement à la mise en place de ces projets. Prochain slide. Voilà, la loi prévoit aussi la nécessité d'identifier les services écosystémiques, donc c'est très bien, c'est une notion en effet qui a été introduite et développée avec tout ce que ça comprend pour chaque forêt. Donc les services écosystémiques, c'est relatif à la conservation de l'eau, la régulation, la protection des terres contre l'érosion, la séquestration du carbone. Donc en effet, il y a pas mal de points en relation avec le changement climatique, la séquestration du carbone, des gaz à effet de serre. Donc ça a été cité et bien développé. Il y a aussi des dispositions en fait, pour le développement de l'écotourisme. D'ailleurs, sur la partie économique, c'est un aspect qui revient. Donc le mot écotourisme a été cité cette fois, preuve que c'est quelque chose qui a été intégré dans la réflexion autour de la gestion durable des forêts algériennes. Prochain slide. Voilà, ce qu'on ne trouve pas maintenant, on ne trouve pas des dispositions sur l'investissement.
Donc, typiquement, en tant qu'opérateur économique, donc le mot investissement, en fait, n'est pas du tout cité dans la loi, hein, pas une fois. Donc, ça, voilà, ça c'est une attente qu'on ne trouve pas. Et il n'y a pas de disposition sur le développement forestier privé. Donc, il n'y a pas de disposition pour tout ce qui est concession d'un foncier à vocation de développement forestier privé, donc y compris le boisement, le reboisement. Alors, en effet, tout à l'heure, j'ai cité qu'il y avait un plan, c'est prévu qu'il y ait un plan ou un schéma de reboisement. Et on pourrait se dire que peut-être qu'il va reprendre un certain nombre de dispositions, y compris à destination des privés. Mais aujourd'hui, au niveau de la loi, c'est pas clair, en tout cas, à la lecture de ce texte. Il n'y a pas d'incitation pour tout ce qui est développement forestier, donc typiquement des subventions, ce genre d'aide et d'apport, donc ça, c'est pas du tout prévu. Et il n'y a pas de disposition pareille fiscale pour l'investissement forestier. Alors pareil, c'est des choses qu'on peut se dire et qu'on peut retrouver à travers les lois financières. En tout cas, au niveau de la loi, il n'y a pas du tout mention de ça. Alors, j'ai fait une petite recherche, le mot privé est cité 3 fois, alors que le mot public est cité 82 fois. Donc c'est vrai que le privé se sent un petit peu... il a envie de lever la main et de dire on est là, on veut bien quand même contribuer au développement des forêts algériennes. Ne nous oubliez pas, s'il vous plaît. Alors, en termes de conclusion, je dirais que quand même, c'est une loi avec une certaine ambition, hein, une ambition certaine, je vais même envie de dire plutôt, avec notamment un focus sur tout ce qui est protection. Ce mot est cité 59 fois, et on comprend un petit peu, surtout avec notre passé récent, avec les feux de forêt, en effet, je pense qu'il y a eu un accent qui a été mis sur cet aspect, et c'est très bien d'ailleurs. Il y a aussi pas mal on l'a cité tout à l'heure, des outils d'administration, donc le mot gestion aussi il est cité 45 fois, donc on voit que la loi prévoit quand même un arsenal d'outils, d'instruments pour aller dans la gestion des forêts. Il y a aussi un focus sur la durabilité, donc le mot forêt est quasiment associé à la durabilité assez souvent, donc le mot est cité 31 fois, et c'est très bien. Mais aussi, donc, il y a aussi en fait des attentes, et les attentes, c'est justement un petit peu pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, c'est sur les moyens nécessaires. Est-ce que cette loi, est-ce qu'on va avoir la capacité à mobiliser les moyens nécessaires pour mettre en place cette ambition? Parce qu'en effet, c'est une loi ambitieuse avec pas mal d'instruments et donc de schémas, de plans. Et donc, on peut se poser des questions sur la capacité de mobiliser les moyens pour atteindre cette ambition. Il y a aussi des attentes sur le niveau de concertation et d'implication. Tout à l'heure, ça a été cité des scientifiques. J'ai envie de rajouter de l'expertise privée algérienne et des opérateurs économiques privés. Encore une fois, le mot privé a été assez peu cité. Donc, il y a des attentes aujourd'hui, c'est-à-dire des opérateurs, de l'expertise et des scientifiques pour dire, ben voilà, est-ce qu'on est concerné finalement dans le développement des forêts algériennes ou pas? Et il y a aussi la question de la temporalité dans la mise en application de la loi. Donc, en effet, il y a eu la crainte tout à l'heure qui a été, je pense, déjà exprimée en termes de texte d'application. Et j'ai envie de dire le temps, parce que pour un opérateur privé, en effet, est-ce qu'on est en train de parler de quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années? Et ça, c'est en effet très important pour organiser finalement toute cette filière économique autour de la forêt et des richesses forestières algériennes. Voilà, je pense qu'on est dans les temps. Thierry, donc, avant juste de laisser la parole en fait, dans une session de débat, j'aimerais juste conclure pour dire que finalement, ce webinaire n'a pas comme ambition d'être une formation sur cette loi, hein, c'est vraiment une analyse croisée avec des profils différents, mais qui essaie justement de donner un petit peu les points importants et les plus, les choses que nous avons appréciées, et puis les attentes, ce qu'on continue à espérer et de quelle façon finalement il est possible et il serait possible d'impliquer le maximum les scientifiques, la société civile,
les opérateurs et l'expertise algérienne privée dans le développement finalement des forêts et des richesses forestières algériennes. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Helfaoui. Donc, comme vous l'avez dit, nous arrivons à la session débat. Je vous invite maintenant à poser vos questions, soit en levant la main pour demander la parole ou en les écrivant sur le chat directement. Donc, entre-temps, nous allons commencer par celles qui ont déjà été posées. Alors, première question de Monsieur Delis Haddouche. Pourquoi on a peur des textes d'application? Parce que Et tu peux relire la question? Pourquoi a-t-on peur des textes d'application? Je pense que le mot peur n'est pas approprié. Peut-être qu'il y a une lourdeur administrative des textes d'application. Il n'y a aucune peur là-dessus. C'est juste qu'il y a une lourdeur administrative à formuler, à suivre un peu les lois qui sortent. Et dès qu'il y a elles deviennent vite obsolètes avec avec les évolutions actuelles. Il faut quand même savoir être vraiment dans une chronologie très serrée. Et s'il y a une apparition de la loi, il faut que la chronologie suive aussi dans les sortes. Je pense que mon peur, voilà, à vous de voir aussi. Thierry, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent apporter aussi des réponses parmi les participants. Je le vois dans les messages. Peut-être que Madame Azi peut prendre la parole si elle souhaite. Oui, bien sûr, Madame Azi. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je suis Madame Azi Assia. Donc, je suis actuellement directrice de la gestion du patrimoine forestier à Al-Fatih au niveau de la Direction générale des forêts. Et je fais partie, je suis membre de l'équipe qui a travaillé sur la loi pendant plus de 2 ans. Il faut en fait connaître un peu le contexte déjà de la loi. Je crois que Brahim et Samir, donc mes amis Brahim Bouchareb et Samir Grimes ont un peu contextualisé le contexte dans lequel a été faite la loi. C'est vrai que la priorité et en fait, l'urgence de promulguer cette loi, c'était un peu la protection contre les incendies et d'alourdir un peu aussi la partie pénale parce que les gens prennent un peu moins à la légère les infractions, notamment les allumages de feu pendant la période estivale. Mais il y avait aussi un souci de gestion parce que l'ancienne loi avait plus de 40 ans, pratiquement 40 ans. Et il était temps vraiment d'intégrer de nouvelles choses. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui se sont posées. En fait, on s'est mis la limite d'une année pour promulguer les textes d'application. C'était pas évident d'avoir les textes d'application au départ. Parce qu'il faut savoir que la loi l'avant-projet de loi qui a été présenté, a beaucoup évolué pendant qu'on l'a étudié au niveau du secrétariat général du gouvernement, parce que là, il y a tous les secteurs et les institutions qui à la modification de cette loi avant de passer aussi au Conseil du gouvernement, au Conseil des ministres et à l'APN. Donc, il y a eu plusieurs moutures de cette loi. On a vu aussi le nombre d'articles diminuer. Donc, les textes d'application sont en train d'être modifiés pour être présentés et on espère les avoir le plus tôt possible parce que même pour nous, pour la gestion, c'est très délicat d'avoir une loi sans les textes d'application. Et il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas mettre sur une loi parce qu'une loi peut rester 40 ans. Et c'est très difficile de faire passer une loi. Par contre, les textes d'application, donc les décrets, on peut les modifier si au bout de quelques années, on voit qu'il y a un problème d'applicabilité. Pour la partie, donc, M. Helfaoui a parlé de la protection. Je suis désolée, je pense que ce n'était pas uniquement la seule question qui était posée, mais moi, en fait, j'avais beaucoup de réponses à apporter à ce qui a été présenté, donc je suis désolée d'être un peu longue. Par rapport au parti
au privé, il faut savoir que la loi forestière est aussi, elle a un lien avec d'autres lois, donc notamment la loi domaniale qui définit comment est géré le domaine public de l'État. Et sur ça, on ne peut pas, par rapport à l'investissement qui se fait dans le domaine privé de l'État. Donc ça, c'est aussi une contrainte, mais c'est aussi une façon aussi de protéger le domaine public. Cela ne ferme pas la porte au secteur privé ni à la participation au développement forestier, mais la forêt est surtout vue comme une source de matières premières. Et aussi, on a quelques terrains qui sont donnés qui sont mis pas en concession, parce que la concession s'applique surtout sur le domaine privé de l'État, mais en autorisation d'usage ou en location à long terme, pour justement les projets de plantation donc par le privé. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'investissement dans la loi qu'il n'y a pas des manières d'intégrer le privé, parce qu'il y a aussi un article où on peut avoir des conventions entre l'administration et les différentes organisations ou groupements pour pouvoir aller vers la gestion durable. Donc, c'est sûr que le développement de la forêt ne se fait pas uniquement avec le secteur, enfin de l'administration, mais c'est aussi avec l'aide du secteur privé. Madame Aziz, si vous pouvez juste résumer parce qu'on est limité par le temps. Merci. C'est bon, j'ai terminé. Très bien. Sauf s'il y a d'autres questions. Très bien, donc on va passer à la prochaine question. Est-ce qu'il a été prévu en parallèle de donner beaucoup de moyens humains et techniques pour que de telles ambitions sur le papier deviennent des réalisations opérationnelles? Alors, Madame Aziz ou Monsieur Bouchareb, je crois que la question est adressée à vous. Je pense que j'avais posé la question à Thierry, mais je vois que dans les questions aussi, elle revient sur finalement les moyens de est-ce que finalement l'administration ou l'État aura les moyens va mobiliser, a déjà mobilisé les moyens nécessaires, techniques, humains, surtout financiers, finalement, pour pouvoir déployer toute cette stratégie, ou en tout cas des dispositions qui sont prévues déjà et cette ambition qui est portée par cette loi. En tout cas, quand on regarde les décisions du gouvernement, et sachant que d'abord je suis heureux de voir Assia parmi nous, c'est la personne la plus indiquée pour répondre à un certain nombre de questions. Et même si elle est longue, je pense qu'il fallait donner tous ces détails pour les participants à ce webinaire. C'était important qu'elle s'arrête un petit peu sur l'ensemble de ces éléments-là. C'était important. Je dirais que quand on regarde les décisions du gouvernement, en tout cas par rapport aux incendies de forêt, c'est évident que l'État a mobilisé les moyens. D'ailleurs, elle-même, elle a dit que cette loi est intervenue dans un contexte qui a été marqué par le risque incendie de forêt qui a été le moteur principal, en tout cas, un des moteurs principaux de cette révision juridique, et que sur cette disposition, en tout cas par rapport aux incendies de forêt, on voit que l'État n'a pas lésiné sur les moyens pour commander tout ce qu'il faut. Et voilà. Après, peut-être que Assia pourra intervenir sur les autres composantes en dehors des incendies de forêt. Il y a autre chose aussi. Je parlais tout à l'heure de la révision du code communal et du code de la wilaya. La révision, justement, c'est pour prendre en charge les compétences et les prérogatives pour leur permettre, justement, d'aller au-delà dans le cadre de l'intersolidarité communale, dans le cadre des partenariats aussi, y compris partenariats internationaux, les jumelages, par exemple, entre des communes, même au niveau international. Donc voilà, il y a d'autres voies aujourd'hui pour mobiliser des financements, mais pas que les financements. Quand on dit les moyens, c'est aussi mobiliser des ressources humaines, former les gens, voilà. Très bien, donc on passe à une prochaine question. Alors, Monsieur Karim Tedjani, insister sur la pénalisation est une bonne chose, mais quelle place la précaution occupe-t-elle dans ce nouveau projet législatif? Alors, bonjour Karim, j'espère que tu vas très bien. C'est Brahim, voilà. Bonjour, ravi de te retrouver ici, ravi de toutes et toutes. Alors, je crois que si on lit la loi, il y a quand même un bon volet de précaution qui est très prévu. Il y a quand même de la précaution dans la loi. Énormément de textes de précaution. Il y a aussi, je crois que c'est équilibré entre la pénalisation et la précaution.
Voilà. Si on lit bien la loi, nous n'avons eu que 10 minutes pour présenter quand même 165 articles, c'est pas évident. Donc, nous nous sommes focalisés surtout sur les choses qui ont réellement évolué nettement. C'est-à-dire qu'on a vu une nette progression de textes, des nouvelles choses qui n'ont pas figuré auparavant et qui figurent désormais dans la nouvelle loi. Après, vous pouvez avoir la présentation, la lire tranquillement, les lois sont téléchargeables et vous pouvez rechercher dans les fichiers ce qui vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, Karine. Très bien. Est-ce qu'on a une autre question? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je pense qu'on a le temps de prendre encore une ou deux. Alors, on a une autre question sur le chat. Dans le cas où on a des textes d'application, par exemple des décrets, qui traitent de nouvelles thématiques, c'est quoi le texte qui pourra expliquer un décret? Je ne comprends pas très bien, mais peut-être que les intervenants a compris. Alors, il ne peut pas y avoir un texte d'application qui explique autre chose qui ne se trouve pas dans la loi. Les textes d'application, ce sont des instruments juridiques pour expliquer un certain nombre de dispositions et les détailler. Parfois, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais donner juste un exemple, parce que je n'ai pas la loi sous les yeux, mais je vais donner un exemple de façon générale. La loi, elle dit qu'il faut prévoir un organe pour. Et elle dit ensuite, l'organe en question sera défini par voie réglementaire. Donc, il y aura un texte d'application qui va préciser le statut juridique de l'organe, le mode de fonctionnement, comment le créer, son organigramme, ses missions, ses attributions, éventuellement ses relations avec les autres partenaires sur le terrain. Voilà. Donc, un texte d'application, c'est pour expliquer une disposition de la loi. Il ne peut pas y avoir un texte d'application par rapport à quelque chose qui n'existe pas dans la loi. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec LCH, je suis d'accord avec notre ami Ibrahim, que cette loi ne sera opérationnelle à 100% que quand l'ensemble des textes d'application sortiront justement pour préciser le mode de fonctionnement ou le mode de mise en œuvre, surtout le mode de Monsieur Gaïmès, je crois qu'on vous a perdu là. mise en œuvre des dispositions qui nécessitent justement. Oui, après, je disais, en dessous du texte d'application, il peut y avoir des arrêtés ministériels ou des arrêtés interministériels qui précisent de manière encore plus l'opérationnalité des textes d'application eux-mêmes. Par exemple, pour les dispositions pénales, on peut avoir un arrêté interministériel entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avec le ministère de la Justice et le ministère des Finances. On pourrait avoir un texte qui précise de manière particulière une disposition spécifique par rapport à une infraction, c'est-à-dire comment les walis, comment les conservateurs des forêts, comment le directeur de l'agriculture, comment le directeur des impôts, comment ils vont mettre en œuvre cette disposition par rapport à l'acte d'incriminer, enfin, instruire en justice, par exemple, une procédure par rapport à une infraction qui a été constatée et dûment constatée par les services habilités et compétents pour ça. Donc voilà, la loi, le texte d'application, les arrêtés interministériels ou un arrêté ministériel, et on peut aller même plus loin. Après, il y a des guides d'opérationnalité qui n'ont pas une force de loi, mais qui peuvent préciser aussi ou détailler l'arrêté. Voilà. Très bien, merci Monsieur Gaïmès. Alors, d'autres questions? Oui, Thierry, en fait, j'aimerais poser la question juste sur l'interaction finalement de cette loi avec les autres institutions, les autres outils déjà qui existent. Donc, M. Gaïmès tout à l'heure a parlé des différents politiques, différents instruments qui existent, que ce soit que là j'ai ratifié ou bien qui sont en train d'être promulgués. Et on peut se poser en effet des questions sur l'interaction avec tout l'aspect environnemental, puisqu'il est quand même fait mention de la biodiversité, de la protection de la biodiversité. C'est des aspects quand même qui sont très présents aussi d'un point de vue environnemental. Donc je ne sais pas s'il y a eu une réflexion ou si c'est quelque chose qui a été anticipé ou qui est déjà un petit peu discuté et travaillé. Voilà, donc si on peut avoir peut-être un petit échange autour de ça avant de conclure. Oui. Alors, on devra faire vite. On a le temps, on a encore 5 minutes. S'il vous plaît, est-ce que tu peux poser une question aux invités? Vas-y. Alors, j'ai deux questions, à M. Grims et à M. Boucharot. La première,
comment cette nouvelle loi suscite-t-elle par rapport aux standards internationaux tels que ceux établis par les réglementations européennes ou d'autres cadres internationaux pour la gestion durable des forêts? Et la deuxième, comment la nouvelle législation algérienne sur la gestion des forêts aborde-t-elle la question des écosystèmes forestiers partagés avec des pays voisins? Merci. Merci. Monsieur Bouchel. Alors, rapidement, cette loi est inspirée des standards internationaux. Elle reprend tous les concepts nouveaux et modernes de la gestion des écosystèmes et des forêts. C'est-à-dire, elle s'est inspirée en partie de ce qui se fait. N'oublions pas que nous avons ratifié des conventions internationales, que nos forêts sont gérées par des entités nationales, mais aussi font partie d'un environnement plus global, régional, mondial aussi. Et nous sommes à l'UICN, nous sommes dans toutes les conventions. Nous avons une double gestion de nos écosystèmes et de la biodiversité, aussi bien par les forestiers que par les SPANB, les stratégies et plans nationaux pour la gestion de la biodiversité en Algérie, et qui sont en voie aussi de s'aligner sur les nouvelles stratégies mondiales. Tout est aligné aujourd'hui sur les stratégies mondiales. Nous ne jetons pas des fleurs à nos gestionnaires, mais c'est ce qu'ils font tout le temps. Ils essayent toujours de s'aligner à un concept, à un contexte international universel. Après, la deuxième question sur que faisons sur les écosystèmes en commun avec les pays voisins, si j'ai bien compris. Nous gérons nos écosystèmes. Si chacun arrive à gérer ses écosystèmes convenablement, avec des procédures, avec des lois, avec des stratégies nationales qui sont en accord avec les stratégies universelles, ben, ça va. Si chacun réussit de faire bien chez lui, on aura une conservation et des choses qui fonctionnent universellement. Voilà, c'était. Très bien, merci. J'espère. Alors, oui, allez-y. Juste en quelques secondes, par rapport aux deux questions, c'est que quand on voit le nouveau texte, on retrouve un petit peu les éléments clés, en tout cas les concepts clés, comme le disait si bien Brahim, qu'il y a au niveau international. Donc la question de la résilience, la question de l'empreinte carbone, donc la question des services écosystémiques, la question de l'évaluation, tous ces concepts qui sont importants se retrouvent dans le nouveau texte. Donc voilà, après, moi, je me pose toujours la question, on peut avoir une loi qui soit pas, allez, on va dire au top d'un point de vue standard international, mais on met toutes les conditions pour qu'elle soit mise en œuvre. Voilà, donc c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Je dirais comment les acteurs de la forêt, et les acteurs de la forêt, c'est pas uniquement la DGF, c'est pas uniquement le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, c'est pas uniquement les opérateurs économiques qui sont dans les services forestiers, c'est tous les autres acteurs, les collectivités locales, les scientifiques. Voilà, comment ces acteurs se préparent tous pour justement, et la société civile aussi, comment ils se préparent tous pour saisir l'ensemble des cadres qui existent pour intervenir sur la forêt. Donc, par rapport aux standards internationaux, je n'ai pas d'inquiétude personnellement sur ça. Je sais que c'est aligné, comme le disait Brahim. Maintenant, pour les forêts que je dirais transfrontalières, là, il y a des dispositions particulières sur le plan juridique international. Il y a des instruments, il y a des accords. En tout cas, il y a un cadre juridique international qui permet de traiter de ces questions-là. Mais avant d'arriver à cela, les pays sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, dans son territoire, dans son espace de souveraineté, par rapport à ses engagements au niveau national et international. Après, les règles de bon voisinage, d'entente, de coordination, on les voit aussi sur les forêts transfrontalières, mais on le voit aussi sur les aquifères, par exemple, transfrontalières, quand il y a de la bonne intelligence, quand de part et d'autre, on est dans l'exigence, il n'y a pas de raison pour que ça ne se fasse pas. Donc, soit on le fait dans un cadre juridique strict avec un instrument transfrontalier, soit on le fait en coordination de bonne intelligence entre voisins. Très bien, merci beaucoup. Alors, on aurait aimé prendre plus de questions, mais malheureusement, on est limité par le temps. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je remercie tout le monde d'avoir été présent avec nous et d'être réactif surtout. Merci à Azé, merci au gouvernement, merci notamment aux partenaires du CFWI qui ont rendu présent à la présentation. Et voilà, je réitère mes remerciements encore une fois. Je rappelle que la rediffusion de ce webinaire sera mise en ligne sur notre site web. Donc, vous pourrez le revoir avec votre réseau. Et voilà, je vous dis restez branchés pour la suite de la série webinaire que nous préparons. Et à très bientôt.
Merci à tous. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.